Et des élèves d'un lycée de Nouvelle-Zélande ont dansé un gigantesque Oh, haka. qu'est-ce que le monde est devenu? Cette télé, ces émissions, c'est malaisant. Pourquoi exploiter la perverse des gens en mettant en avant l'horreur, le sexy, la haine, le sensationnalisme? Dans quel monde vivons-nous? Et la vraie question, c'est pourquoi moi, je regarde ça. De le comprendre, ce serait déjà un début. Commençons tout de suite. Générique. J'ai pas les droits pour Stevie Wonder, alors je fais avec ce que j'ai. Salut les sceptiques, il y a pas longtemps j'ai revu un classique dans le cinéma, le film Night Call. Pour résumer, c'est un caméraman, Lou Bloom, qui essaie de percer dans le métier en vendant ses vidéos horriblement malaisantes. Il a notamment filmé des scènes de tirs et d'accidents. Plus la scène était filmée de façon sensationnaliste, plus il les vendait cher. Donc il privilégiait les scènes extrêmement sanglantes et finalement il se fait un max de thunes. Suite à ce film terrible pour mon petit cœur, je soulève deux questions principales. Pourquoi les médias mettent en scène l'horreur et pourquoi nous sommes fascinés par ça? Chaque Français a environ 2h27 par jour devant son écran. Vu ce qui se passe à la télé ces temps-ci, que ce soit entre les guerres, l'horreur, le sexy et la télé-réalité qui sont à la limite du voyeurisme, on sait plus trop dans quel monde on vit. Mais essayons de comprendre les raisons de notre attirance vers ces émissions. On va caricaturer pour mettre en scène deux groupes, les requins et les poissons rouges. Les poissons rouges sont nous, simples téléspectateurs qui sont affalés sur notre divan. Et les requins seront les exploiteurs qui utilisent les failles comportementaux pour faire du chiffre. Les requins mettent en scène la peur, le sexy. Pourquoi me direz-vous? Eh ben, je peux pas être partout. Il y a de très bons documentaires qui expliquent pourquoi les publicitaires font passer l'horreur et le sexy avant tout dans nos écrans. Par exemple, deux super vidéos qui sont dans la description. Le temps de cerveau disponible et La France a peur. Mais nous allons nous pencher sur l'autre facette de la pièce. Le camp des poissons rouges. J'aimerais comprendre l'impact des images violentes sur nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier d'être de plus en plus nombreux ici. Et je vous promets que les gros sujets sont à venir, qui me demandent plus de préparation avant de les aborder. Dans ce film, il y avait un détail qui me faisait en même temps marrer et en même temps chialer. Lou Bloom privilégiait les faits divers dans les quartiers riches. Grâce aux lois de proximité, nous allons comprendre pourquoi. Les lois de proximité expliquent en grande partie ce qui fait qu'un fait divers va nous émouvoir plus qu'un autre. Dans cette image, on voit plusieurs principes de proximité, qui se relient au lecteur, ou à l'auditoire dans notre cas. On va résumer ces principes de proximité en 5 points. Premier point, la proximité temporelle. La proximité temporelle explique que plus l'information est récente, plus elle nous touche. Bon, ça c'est logique, hein. Quelqu'un en a quelque chose à foutre de la guerre maya de l'époque mésoaméricaine, à part lui bien sûr. La proximité géographique, également appelée la loi du mort-kilomètre. Par exemple, jouez le jeu. On va vérifier vos connaissances sur le monde. Citez-moi la dernière guerre ou massacre à avoir fait plus de 1 million de morts. Dans les commentaires, écrivez-les. Mettez pause, écrivez, et je vous répondrai dans les commentaires. Youpi, c'est bien ces petits quiz comme ça sur les morts. Ce principe explique que les faits divers auraient plus d'impact sur les décès qui sont plus proches de nous géographiquement. Troisième loi de proximité, la proximité affective. Bon, la proximité affective, ce qui est le plus important pour un média, c'est d'intéresser les lecteurs. La loi de la proximité affective montre que les lecteurs sont souvent plus intéressés par la vie intime des gens. Par exemple, on peut citer le cas de Hollande et Julie Gaillet. Ça a fait un ravage dans la presse pendant des semaines.
Quatrième loi de la proximité pratique. Bon, tout le monde préfère la facilité. En gros, c'est la raison d'être de la presse gratuite. C'est pour ça qu'elle marche bien. Cinquième loi, la proximité sociale. Ah, j'ai pas écrit la quatrième. On la voit là? J'espère qu'on la voit. Le petit dernier explique qu'on préfère les médias qui nous ressemblent d'un point de vue culturel. Avec ces lois de proximité, on va expliquer une partie du sensationnalisme. Mais j'aimerais bien pousser un peu plus loin. Maintenant, on va expliquer les ressorts du sensationnalisme. Le premier, bien sûr, il y a l'effet de surprise. L'effet de surprise, c'est le fait de... Bon, oui. En gros, c'est faire passer les faits qui sont plus surprenants qu'ils ne sont déjà, grâce à des mots et une façon de parler bien particulière. 2. Les facteurs d'angoisse. Pensez à acheter des post-it qui collent. Utilisez les images pour nourrir la peur de la mort, souffrance, violence, meurtre, viol, la peur de l'inconnu et de l'autre, et la peur des jeunes. Et pour illustrer ça, rien de mieux que Anthony Cavana. Les chaînes info, quelle note de 0 à 5? Ça dépend des chaînes. Ah, vous faites un distinguo entre les chaînes Qui info. m'énerve. Ça dépend des chaînes. Ça dépend des chaînes. Il y en a une là qu'on voit qui est fou. Ouais, on peut le dire, elle s'appelle BFM TV. Oui. Vous voulez pas le dire, mais moi je la donne. C'est pas votre favorite. Oui, parce que quand c'est le temps d'être méga anxiogène et de sensationnaliste, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Et puis quelquefois c'est trop. Et faire peur au public, ben après les Français sont tétanisés par la peur. Et puis c'est la meilleure façon de manipuler un peuple, c'est de leur faire peur. Mais c'est pas le cas de toutes Parce les que chaînes info. quand tu fais vous faites peur un au peuple, distinguo. tu ne veux plus rien changer. Quand le peuple a peur, on ne veut rien changer. Donc, plus on garde le peuple dans cet état-là, eh bien, c'est le statu quo. On ne change pas de président, on ne change pas de loi. On a peur, on veut plus bouger. Donc voilà, pour moi, ça fait partie. Il y a aussi la technique de l'amplification et la simplification de l'information, associée avec une absence d'analyse critique, qui crée ce genre de cas. Les couveuses de coït, vous connaissez? Une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Le 14 octobre 1990, une jeune femme coïtienne, appelée par les médias l'infirmière Naira, témoigne les larmes aux yeux devant une commission du Congrès des États-Unis. L'événement est retransmis rapidement par les télévisions du monde entier. Fast forward again to August 2nd, 1990. Iraq attacks Kuwait, claiming the Kuwaitis are slant drilling into Iraq's oil fields. U.S. President George Herbert Walker Bush pushes for a land war against Iraq. But polls show the U.S. public is split 50-50 on that idea. Then comes this eyewitness testimony before a congressional committee from a 15-year-old Kuwaiti girl. The claim is she cannot be identified for fear of reprisals. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. The U.S. public is outraged. The result? Support for land war zooms. Ces témoignages plus. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches, archi sèches? Ces témoignages plus plusieurs autres ont beaucoup ému l'opinion publique internationale. Et ont contribué à l'action des puissances occidentales contre l'armée de Saddam Hussein lors de la guerre du Golfe. Bon, c'est fini pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. Vous en doutez qu'il y a une couille quelque part. En fait, ce témoignage est entièrement faux. La jeune fille, coachée selon certaines sources par Michael Deaver, un ancien conseiller de communication de Ronald Reagan, le président donc, elle s'appelait El Sabah et elle était la fille de l'ambassadeur du Koweït. Ça sent le moisi, hein. Subjectivement, je pense que c'est un des plus gros coups montés et sans doute le plus gros mensonge qui a existé. Prochain point, des paroles d'experts. Des paroles d'experts ou supposées telles, souvent tronquées, simplifiées, comme l'exemple qu'on a cité précédemment.
qui ressemble à l'argument d'autorité. L'appel à l'autorité. Prétendre que quelque chose est vrai parce qu'un expert, une entité ayant une autorité sur le sujet en question, dit que ça l'est. Par exemple, plus de 4000 scientifiques ingénieurs éminents renient le réchauffement climatique. Ça, c'est un appel à l'autorité des scientifiques et des ingénieurs. Maintenant, nous allons parler des dangers de l'utilisation abusive du sensationnalisme. L'être humain aime se faire peur, c'est pas une nouvelle. Il n'y a qu'à voir le nombre d'entrées dans les films d'horreur. On aime avoir peur. Mais on est bien content quand ça se finit. Tout le monde a déjà ressenti le bien-être à la fin d'une séance de Sao par exemple. Le gros problème des médias, c'est qu'il n'y a pas de fin. On est en constante impuissance face à la réalité qui nous entoure. Mais ne soyons pas pessimistes. Maintenant qu'on comprend pourquoi on est attiré par ces images, nous pouvons passer à l'étape suivante, l'impact des images sur notre cerveau. Ici, j'ai les recherches d'un dénommé Michel Desmurguet, directeur de recherche en neurosciences. Nous comprenons l'effet des images violentes sur nous. Certaines études ont porté sur le développement de l'enfant, sa santé, son attention, ses résultats scolaires. Ces spécialistes de la petite enfance sont contre les effets délétérés d'une exposition télévisuelle pas avant l'âge de 3 ans. De nombreux travaux ont également démontré les effets à long terme de ces images. Par imprégnation et habituation, les accros du petit écran ont moins de réactions face aux scènes violentes de la vie réelle. Il y a aussi le cercle vicieux de la surenchère et de l'effet miroir, qui peut nous amener à un comportement de plus en plus violent. Je vous explique. La surenchère des médias, chacun va vouloir plus que l'autre en termes d'audience, donc devra montrer plus de spectaculaire. Plus l'effet miroir. Le principe de l'effet miroir explique la volonté de reproduire ce qu'on voit. Si on voit quelqu'un en train de boire, on va avoir envie de boire. Et si on est confronté à des situations agressives, on va être agressif. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête de regarder la télé et on s'enferme dans un bunker? Enfin, ça... Les opinions extrêmes sont pas toujours bons. Par exemple, le problème de relation entre la confiance qu'on donne aux médias sensationnels. On va avoir deux opinions très extrêmes de relation de confiance avec les médias. Orson Welles et le petit garçon qui crie au loup. On va tracer un graphe qui va déterminer deux extrêmes d'une histoire. Orson Welles va montrer le fait de gober tous les sentiments que le sensationnalisme essaie de nous faire passer. Et du coup, vivre dans un monde qui fait très peur. Donc, l'histoire archi connue du célèbre interprète Orson Welles, qui raconta en radio l'histoire de la guerre des mondes. Une guerre avec des extraterrestres, une histoire plutôt bien foutue, avec un orchestre et tout. Bon, l'histoire était bien faite. Rajoutez à ça la confiance abusive des auditeurs, ça crée un vent de panique énorme. Et maintenant, la deuxième extrémité qui va démontrer le rejet total de l'information à cause du sensationnalisme. Je m'explique. Le garçon qui criait au loup est une fable grecque qui parle d'un garçon qui criait au village qu'il avait vu un loup dans la forêt pour faire peur au village. Après plusieurs reprises, le village ne faisait plus confiance au garçon, jusqu'au jour où il y a vraiment un loup dans la forêt. Et le garçon s'est fait bouffer, car aucun villageois ne l'a cru. Et pour faire le lien avec le sensationnalisme, il ne faut pas rejeter un média parce qu'il est sensationnaliste. Alors je pense qu'il faut se placer au milieu de ce graphique. Facile à dire, mais comment faire? Supprimez vos préjugés, essayez d'être objectif, soyez extrêmement consciencieux quand vous analysez des données. Bien sûr, je ne veux pas faire paraître d'avoir un discours anti-média. Je voulais juste montrer les effets des médias sur nous et comment éviter ça. Comment éviter les effets du sensationnalisme? Je sais pas. Il n'y a pas de solution miracle. C'est un peu comme l'alcool, à consommer avec modération. Le connaître et le comprendre, c'est déjà se protéger. En tout cas, regardez Nightcall, c'est un bon film. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de checker la description. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Trumble, Skyblog, LinkedIn. Partagez suivez-moi partout. Gros pouce en l'air, pouce bleu. Et n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Oh non, qu'est-ce que je suis devenu?